Ce moment a fissuré mon image du monde parfait, me confrontant pour la première fois à des réalités sombres que je ne comprenais pas encore entièrement. Chaque été, je retournais au même camp, et à chaque fois, on nous répétait les 3 mêmes consignes. Faites attention aux araignées bananes. Pas de sexe. N'essayez jamais de plonger dans le lac. Le lac dont il était question était au centre de nombreuses histoires et mises en garde. Sous ses eaux calmes, il cachait un réseau complexe de grottes submergées, profondes de 15 à 30 mètres, 50 à 100 pieds. Autrefois, le camp proposait des cours de plongée sous-marine, mais ils ont cessé après un accident tragique. Depuis 15 ans, personne n'a essayé de plonger au fond du lac, et les moniteurs se font un devoir de transmettre cette histoire chaque année. D'après les récits, l'accident s'est produit lorsqu'un jeune moniteur, âgé de 22 ans, a emmené un groupe de campeurs pour une séance de plongée. À un moment donné, les campeurs ont remarqué que leur moniteur n'était plus à la surface avec eux. Pensant qu'il explorait plus profondément, ils ont attendu, mais il ne revenait toujours pas. Lorsqu'ils ont commencé à manquer d'air, ils sont remontés pour alerter un autre moniteur. L'alarme a été donnée immédiatement. Ce jour-là, tout le camp a été mobilisé. Des moniteurs ont plongé pour le chercher, tandis que d'autres vérifiaient les alentours, priant qu'il ait pu sortir de l'eau sans que personne ne l'ait vu. L'espoir s'est lentement effondré à mesure que les minutes passaient. 3 heures après sa disparition, son corps a été retrouvé dans les profondeurs du lac. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé sous l'eau. Les grottes sont truffées de recoins sombres et d'espaces étroits. Peut-être s'était-il coincé dans un passage trop étroit. Peut-être avait-il perdu son orientation dans le labyrinthe aquatique. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est parti ce jour-là, emporté par le lac qu'il connaissait si bien. Quand j'avais 13 ans, je participais à un camp d'été sur une île. Une soirée, alors que mes amis et moi traînions sur la plage au lever du jour, une scène étrange s'est déroulée devant nous. Une femme est apparue de nulle part, avançant d'un pas décidé vers l'eau. Elle portait une cape blanche qu'elle a dramatiquement jetée au sol en atteignant le bord de l'eau. Sous la cape, elle était complètement nue. Sans hésitation, elle a marché dans l'eau froide, avançant toujours tout droit jusqu'à commencer à nager. Nous l'avons observée, fascinée et un peu inquiet, alors qu'elle s'éloignait de plus en plus de l'île, jusqu'à disparaître de notre vue. Nous sommes restés là plus d'1 heure, mais elle n'est jamais revenue. Sa cape blanche abandonnée sur le sable était la seule preuve qu'elle avait été là. À l'époque, nous avions plaisanté en disant qu'elle était une sirène retournant dans l'océan, mais avec le recul, je me demande si nous n'avons pas été témoins d'un suicide. Ce camp était plein d'événements marquants. Une nuit, en allant aux toilettes, je suis tombé nez à nez avec un renard. Dans l'obscurité, nos regards se sont croisés, et même s'il a rapidement pris la fuite, ce moment m'a glacé. Un autre jour, une fille du camp a tenté de se suicider. Elle s'était gravement blessée, et il y avait du sang partout. C'était le chaos, tout le monde était sous le choc. Les moniteurs ont rapidement pris la situation en main et appelé des secours, mais cette scène est restée gravée dans mon esprit. Cependant, l'événement qui m'a le plus marqué est survenu 2 ans plus tôt, lors d'un voyage vers un camp en Hongrie. Nous faisions partie d'un groupe qui voyageait toujours en bus, et cette fois, le trajet devait durer toute la nuit. Vers 1 heure du matin, nous nous sommes arrêtés dans une station-service le long de l'autoroute. Mes amis et moi étions excités, comme toujours lors de ces voyages. Nous sommes allés aux toilettes, avons acheté des snacks et ri de tout et de rien. Pendant que nous étions dans la boutique, un bruit métallique fort a résonné dehors, comme si une énorme barre de métal était tombée. Nous avons brièvement plaisanté à ce sujet avant de retourner dans le bus, sans y prêter plus d'attention. Mais au fil des minutes, quelque chose semblait anormal. Une rumeur a commencé à circuler, un camion aurait renversé un garçon. Une ambulance est arrivée, et bientôt, nous avons appris que 2 garçons de notre groupe étaient portés disparus. L'un d'eux, que je connaissais de camps précédents, était introuvable. Nous n'étions pas autorisés à quitter le bus, mais nous pouvions voir les ambulances et la police travailler sur les lieux. À un moment, un garçon est remonté dans le bus, celui qui avait survécu. Il était couvert de sang,
mais il voulait continuer le voyage après avoir reçu des points de suture à l'hôpital. Cependant, les 2 autres garçons étaient morts. Ils s'étaient approchés trop près de l'autoroute derrière une petite forêt qui séparait la station-service, et un camion transportant des pièces automobiles s'était renversé sur eux. Nous avons passé la nuit dans le bus, puis été conduits dans un centre communautaire où des psychologues nous ont aidés. Après une journée de repos, nous avons eu le choix, rentrer chez nous ou continuer jusqu'au camp. La majorité, y compris la famille des garçons décédés, a décidé de poursuivre le voyage. Ce camp a été étrange mais solidaire, car nous partagions tous un traumatisme commun. Lors d'un camp d'été, j'ai participé à une excursion en canoë. C'était une tradition bien ancrée dans ce camp. Depuis 10 ou 20 ans, les groupes suivaient la même portion d'une rivière célèbre pour ses paysages magnifiques. Le premier jour de l'excursion, il y avait une activité rituelle que tout le monde attendait avec impatience, sauter d'un grand rocher sur le bord de la rivière. Ce rocher était haut, probablement à 6 ou 7 mètres, mais l'eau en dessous était profonde, environ 3 ou 4 mètres, ce qui le rendait sûr depuis des années. Comme toujours, les enfants ont demandé à sauter, une tradition que des milliers d'autres avant eux avaient expérimentée sans problème. Pour garantir la sécurité, le personnel effectuait un test. Cette fois, le membre le plus grand de l'équipe du camp a sauté en premier. Il est remonté sans encombre, comme toujours. Cela signifiait que les enfants pouvaient y aller. 1 à 1, les enfants sautaient. Chacun revenait à la surface avec des éclats de rire, profitant de l'adrénaline et du plaisir de l'expérience. Tout se passait parfaitement bien jusqu'à ce qu'un garçon saute, remonte à la surface et dise calmement « Je crois que je me suis coupé le genou ». Tout le monde autour de lui riait, pensant qu'il plaisantait ou qu'il exagérait un petit bobo. Mais le garçon a insisté « Non, sérieusement, venez voir ». C'est alors qu'on a remarqué l'étendue de sa blessure. Une énorme partie du tissu adipeux autour de son genou manquait, laissant une plaie béante. Heureusement, la blessure n'était pas à un endroit où une artère aurait pu être touchée, sinon cela aurait pu être bien plus grave, avec du sang qui jaillirait. Mais même ainsi, c'était une vision choquante. Le personnel a immédiatement pris la situation en main. Ils ont arrêté les sauts et ont transporté le garçon à l'hôpital le plus proche. Là-bas, il a reçu une douzaine de points de suture pour refermer la plaie. Bien qu'il n'ait pas pu continuer l'excursion en canoë, il est retourné au camp et a passé le reste des 2 semaines là-bas, s'en remettant bien. Malgré la gravité de la situation, le garçon était de bonne humeur et n'avait pas l'air trop traumatisé. Après cet incident, il a été décidé que personne ne sauterait plus jamais de ce rocher. C'était au milieu ou à la fin des années 90, pendant un camp d'été des scouts. Comme dans beaucoup de camps, il y avait des activités classiques, randonnées, feux de camp, et bien sûr, une initiation au tir à l'arc. L'archerie, c'était l'une des activités les plus attendues par tout le monde. Il mettait beaucoup d'emphase sur la sécurité, mais bon, on était dans les années 90, et les normes de sécurité n'étaient pas toujours appliquées avec la même rigueur qu'aujourd'hui. Le fonctionnement était simple, tout le monde tirait ses flèches en ligne, puis quand les moniteurs donnaient le signal, nous descendions récupérer nos flèches sur la cible. C'était répétitif, mais on adorait ça. Ce jour-là, tout se passait normalement, nous venions de tirer, et nous étions en train de ramasser nos flèches en bas de l'aire de tir, quand soudain, un cri a retenti depuis l'abri couvert où se tenaient les arcs. Je lève les yeux et je vois un garçon, il était un peu différent, un gamin avec des besoins spéciaux, mais tout le monde l'aimait bien, tenir un arc tendu à pleine puissance avec une flèche encochée. Avant que quiconque ait le temps de réagir, il lâche la corde. La flèche siffle à travers l'air. Je la vois traverser l'espace et venir se planter dans le bras d'un autre garçon qui se trouvait à seulement 5 pieds de moi. C'était la panique totale. Tout le monde s'est mis à crier, à courir dans tous les sens. Les moniteurs criaient des ordres, mais personne ne les écoutait vraiment. Le garçon avec la flèche dans le bras, lui, restait figé, complètement sous le choc. Il n'a même pas crié, il se contentait de regarder son bras, où la flèche dépassait d'un angle effrayant. Je me souviens des moniteurs qui essayaient désespérément de calmer la situation,
attrapant les enfants pour les éloigner de la zone tandis que d'autres tentaient de s'occuper du blessé. Ils ont finalement immobilisé son bras et l'ont emmené directement à l'infirmerie du camp. Plus tard, une ambulance est venue le chercher. Le reste de la journée, l'archerie a été fermée. Les moniteurs ont essayé de reprendre les activités comme si de rien n'était, mais l'ambiance était étrange. C'était comme si personne ne voulait parler de ce qui venait de se passer, mais tout le monde y pensait. Quand je suis revenu au camp l'année suivante, il n'y avait plus d'atelier de tir à l'arc. C'était au début des années 90, lors d'un camp scolaire organisé par mon école. Nous étions installés dans un camping en pleine nature, entouré de forêts épaisses et isolées. Les enseignants avaient divisé les élèves en groupes pour dormir dans de grandes tentes, séparant les garçons et les filles. Les lieux étaient rudimentaires, pas d'électricité, des toilettes communes à l'autre bout du terrain et une atmosphère qui oscillait entre l'excitation et un léger malaise, surtout la nuit. Je me suis réveillé en pleine nuit avec une envie pressante d'aller aux toilettes. Les bruits des branches qui craquaient dans le vent et les légers chuchotements des autres campeurs rendaient l'atmosphère étrange, mais je me suis dit qu'il valait mieux y aller maintenant que de rester inconfortable. Les toilettes n'étaient pas loin, je pouvais voir leur silhouette faiblement éclairée par la lumière de la lune depuis notre tente. Je suis sorti discrètement pour ne réveiller personne, tenant ma lampe torche. Le trajet s'est déroulé sans encombre. Le silence du camp était presque total, à part quelques bruits d'insectes nocturnes. Une fois ma tâche accomplie, je suis ressorti des toilettes et ai commencé à regagner ma tente, mais quelque chose a attiré mon attention. Non loin, à quelques mètres de la tente des garçons, un homme que je ne connaissais pas se tenait là, immobile. Il tenait une lampe torche qu'il dirigeait sur le côté de la tente, projetant des ombres mouvantes. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un enseignant ou un gardien du camp chargé de surveiller les lieux. Mais son comportement me semblait étrange, il ne faisait aucun bruit, se contentant d'observer les ombres créées par sa lampe. Quand il m'a vu approcher, il a rapidement éteint sa lampe et s'est éloigné de quelques pas, disparaissant presque dans l'obscurité. Pourtant, il ne partait pas vraiment, il restait à proximité, rôdant autour du camp comme s'il attendait quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre. Dans ma tête, je me répétais qu'il devait être un agent de sécurité et que j'allais probablement me faire gronder pour avoir quitté ma tente. Cette pensée m'angoissait tellement que je n'ai rien dit et me suis précipité à l'intérieur pour me recoucher. Mais une fois dans mon sac de couchage, le sommeil m'a complètement échappé. J'étais à l'écoute du moindre bruit. Et j'en entendais, des pas feutrés qui contournaient les tentes, le faible grincement des feuilles sous des semelles. Parfois, un faisceau de lumière traversait le tissu de notre tente, projetant des ombres fugaces à l'intérieur. L'homme continuait de circuler, comme s'il inspectait les lieux. Pendant au moins 1 heure, je l'ai vu et entendu rôder, incapable de fermer les yeux. Mes muscles étaient tendus, et je n'osais même pas respirer trop fort de peur d'attirer son attention. Au petit matin, alors que les autres enfants étaient excités à l'idée d'une nouvelle journée d'activité, j'étais épuisé. Mes amis se sont rapidement moqués de mon état, « Tu t'es battu avec ton sac de couchage, ou encore, t'as peur du noir ou quoi ?» Je n'ai rien répondu. Mais une enseignante a remarqué mon état et s'est approchée pour me demander si tout allait bien. Hésitant, je lui ai raconté l'histoire, que le gardien de sécurité m'avait empêché de dormir en passant sa lampe dans les tentes toute la nuit. À ma grande surprise, son visage a blêmi. Elle m'a immédiatement interrompu en demandant « Quel gardien de sécurité ?» Le ton de sa voix m'a glacé. Elle s'est levée rapidement et a traversé la salle pour aller parler à un enseignant homme. En moins d'une demi-heure, le camp était en effervescence. Les enseignants se consultaient à voix basse, certains scrutant la forêt autour du camp. Peu de temps après, une voiture de police est arrivée. Plus tard, les enseignants nous ont expliqué que le camp n'employait aucun agent de sécurité. L'homme que j'avais vu était un intrus. Les policiers nous ont appris qu'il s'agissait d'un individu bien connu dans la région, un délinquant sexuel récemment libéré de prison, qui vivait dans les bois environnants, dans une tente. Apparemment, il avait été vu rôdant autour d'autres campings ces dernières semaines, mais c'était la première fois qu'il s'approchait autant d'un groupe d'enfants. Même si rien de grave ne s'est produit cette nuit-là,
l'idée que cet homme ait pu pénétrer si près de nous et observer les tentes me donne encore des frissons. Nous jouions au football, et quelqu'un m'a littéralement explosé la jambe, la cassant en 8 endroits. Étrangement, il n'y avait pas de gonflement, alors ils ont décidé que je faisais semblant. Ils ont refusé de m'emmener à l'hôpital et m'ont renvoyé à mon chalet pour la nuit, comme si c'était une simple foulure. J'ai passé la journée suivante à sautiller sur une jambe, tentant de gérer la douleur, mais la nuit suivante, c'était insupportable. Je ne pouvais plus fermer l'œil. Désespéré, je me suis traîné tant bien que mal jusqu'à l'infirmerie, j'ai forcé l'entrée et avalé une poignée de comprimés de Benadryl juste pour pouvoir trouver un peu de sommeil. Pendant ce temps, un autre groupe campait dans un abri ouvert sur 3 côtés pour une nuit à la belle étoile. Avant de se coucher, ils ont eu l'idée géniale d'organiser une bataille de beurre de cacahuète. L'un des garçons s'est endormi avec du beurre de cacahuète dans les cheveux. Il s'est réveillé brutalement lorsqu'une moufette est entrée dans l'abri et lui a arraché un morceau de cuir chevelu. Sous le choc, il a dégagé la moufette à coups de pied, ce qui a eu pour effet immédiat de déclencher une giclée puante qui a aspergé tout le monde. Finalement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de conduire le garçon à l'hôpital pour commencer une série d'injections contre la rage. Et, puisqu'ils allaient déjà en ville, ils ont convenu que c'était peut-être le bon moment pour m'emmener également faire des radios de ma jambe. Sur les clichés, même Hélène Keller aurait pu identifier les fractures, tant elles étaient évidentes. J'avais environ 12 ans, et je participais à une colonie de vacances avec nuitée. Un soir, les moniteurs ont décidé de nous emmener en randonnée dans les bois pour y passer la nuit. À l'époque, c'était une aventure excitante, nous allions dormir sous les étoiles, loin du confort des cabines. Les moniteurs avaient installé un campement improvisé, avec des sacs de couchage et des couvertures autour du feu de camp. L'atmosphère était joyeuse, pleine de rires et de bavardages, mais personne ne semblait réellement prêt à dormir. Cependant, alors que la nuit avançait et que les moniteurs pensaient que nous étions tous endormis, nous avons commencé à entendre des bribes de leur conversation. Ils parlaient à voix basse, mais l'un d'eux a mentionné que la police cherchait quelqu'un. Immédiatement, nos oreilles se sont tendues. Nous étions des enfants curieux et facilement effrayés, alors nous avons commencé à chuchoter entre nous, spéculant sur ce qui se passait réellement. Mais les moniteurs ne nous ont rien dit, et nous avons fini par nous calmer, même si une tension étrange flottait dans l'air. Ce n'est que plus tard, après la colonie, que j'ai appris ce qui s'était vraiment passé. Apparemment, l'un des enfants de notre groupe était au centre d'une bataille juridique très compliquée entre ses parents. Son père, qui n'avait pas la garde, était désespéré au point d'essayer de le récupérer par ses propres moyens. Les moniteurs avaient été informés par les autorités que cet homme était dans les environs et qu'il envisageait de venir au camp pour enlever son enfant. La raison pour laquelle nous avions été emmenés dans les bois cette nuit-là était de rendre notre groupe plus difficile à localiser. Les cabines du camp étaient un point fixe et facile à surveiller, mais en nous dispersant dans la forêt, ils espéraient que l'homme ne nous trouverait pas. En tant qu'enfant, je n'avais aucune idée de l'ampleur de la situation. Sur le moment, tout cela semblait juste être une excursion nocturne un peu improvisée. Mais en y repensant avec le recul, je me rends compte à quel point la situation était grave et probablement dangereuse. Le fait que les moniteurs aient pris des mesures aussi extrêmes pour protéger l'un de nous montre qu'ils prenaient la menace très au sérieux, même s'ils faisaient tout pour ne pas nous effrayer. Lors d'un long voyage en canoë dans le nord de l'Ontario, nous étions au cœur d'une nature sauvage et profonde, loin de toute civilisation. Après une longue journée de navigation, nous sommes tombés sur une plage isolée, bordée d'un lac cristallin. L'endroit était magnifique, presque irréel, et nous avons décidé d'y installer notre campement pour la nuit. Cela semblait parfait, le calme, la beauté des lieux, tout contribuait à une ambiance paisible. Mais, étrangement, tout au long de la journée et même plus tard, autour du feu de camp, j'avais un sentiment diffus d'étrangeté, une sorte de malaise que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut, tiré de mon sommeil par un son étrange, une douce musique country, jouée quelque part tout près. Nous n'avions pas de stéréo, personne n'avait apporté quoi que ce soit pour écouter de la musique. Intrigué et un peu inquiet,
j'ai glissé ma tête hors de la tente pour essayer de comprendre d'où cela venait. C'est là que je l'ai vu. Un homme chauve, errant tranquillement dans notre campement, ramassant des objets ici et là. Il se déplaçait avec une assurance silencieuse, comme s'il avait déjà fait ça des dizaines de fois. Nos regards se sont croisés. Pendant un instant, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Puis, il a levé un doigt devant ses lèvres, me regardant fixement, et a murmuré un chut silencieux. Terrifié, je n'ai pas osé bouger. Mon instinct m'a dit de ne pas faire d'histoire. Alors, comme un enfant, je me suis enfoui dans mon sac de couchage, espérant qu'il partirait sans faire de bruit. Je suis resté là, immobile, écoutant chaque bruit de ses pas et le léger tintement des objets qu'il prenait. Le lendemain matin, nous avons fait l'inventaire de nos affaires. Il n'avait rien pris de vraiment important, juste quelques bricoles. Peut-être de la nourriture, des petits objets sans grande valeur. Pourtant, l'idée qu'un étranger ait parcouru notre campement en pleine nuit, à des kilomètres de toute civilisation, nous a tous mis mal à l'aise. Plus tard, nous avons appris qu'il existe une population significative d'ermites dans le nord de l'Ontario. Ce sont des individus qui vivent en marge de la société, seuls, dans les forêts profondes. Cet homme était probablement l'un d'eux, rôdant autour des campements pour trouver ce dont il avait besoin pour survivre. Quand j'avais environ 12 ans, une nuit au camp, quelque chose m'a réveillé. Je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait ni bruit étrange ni sensation de malaise, juste une espèce d'agitation inexplicable. Je suis resté allongé un moment, les yeux rivés sur le plafond de mon lit superposé, incapable de retrouver le sommeil. Finalement, j'ai abandonné l'idée de dormir et décidé de rester éveillé, seul dans le calme, à fixer le plafond. Il devait être autour de 3 ou 4 heures du matin quand un bruit sourd s'est fait entendre. Un toc-toc répétitif venait de la fenêtre de la salle de bain. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Les garçons plus âgés étaient de vrais idiots, toujours prêts à faire des blagues douteuses pour nous effrayer. Mais ce toc-toc ne s'arrêtait pas. Au contraire, il devenait de plus en plus fort, presque insistant. J'étais réveillé, tout comme 3 autres garçons, mais aucun des animateurs du camp n'était debout. Le bruit m'agaçait de plus en plus, au point que je n'ai pas pu résister, j'ai décidé d'aller voir. Avant d'ouvrir la porte de la salle de bain, j'ai brièvement hésité, me disant, 2 options. Soit je me fais tuer, soit je deviens un héros du camp. Quand j'ai finalement ouvert la porte et regardé par la fenêtre, ce que j'ai vu m'a complètement pris par surprise. Ce n'était ni une blague des garçons ni quelque chose de terrifiant. C'était une fille, une gamine de 12 ans comme moi, qui frappait désespérément à la fenêtre. Elle semblait frigorifiée et paniquée. Apparemment, elle avait été enfermée dehors par erreur, probablement parce que ses coéquipiers avaient verrouillé leur cabane pendant qu'elle était absente, peut-être partie voir l'infirmière ou le médecin, qui sait ? J'ai ouvert la fenêtre et elle a grimpé à l'intérieur. Elle tremblait un peu, mais elle n'avait pas l'air blessée. Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. Devais-je réveiller tout le monde ? Prévenir les animateurs ? Finalement, dans ma logique d'enfant de 12 ans, j'ai décidé qu'elle pouvait prendre mon lit, et moi, je dormirais par terre. Ce n'était pas super confortable, mais au moins elle était au chaud et en sécurité. Au matin, elle a mis un peu de temps à se réveiller. Quand elle l'a fait, elle s'est retrouvée face à un groupe de garçons qui traînaient dans la cabane, certains encore en sous-vêtements. C'était une situation terriblement gênante, mais elle s'est vite levée et a expliqué ce qui s'était passé. Tout le monde a ri et a mis l'incident derrière eux. Je me plais à penser que je lui ai peut-être évité de passer une nuit glaciale dehors, seul. Après cet événement, nous sommes devenus de très bons amis pour le reste du camp. L'été suivant, nous avons commencé une sorte de relation d'ado, pleine d'innocence et de petits moments complices. Nous avons même eu quelques rendez-vous secrets après nos 14 ans. Malheureusement, quelques mois plus tard, sa famille a déménagé à l'autre bout du pays. On a dû se séparer, mais on a continué à rester en contact par téléphone et par message. Aujourd'hui encore, nous sommes comme des meilleurs amis, même après toutes ces années. Cet événement restera toujours gravé dans ma mémoire, non seulement comme une anecdote étrange de camp, mais comme le début d'une amitié qui dure encore.
Pendant un été au camp, un garçon a menacé de mettre le feu au campement. Il passait beaucoup de temps dans l'atelier d'artisanat, où il fabriquait de petits objets métalliques qui, d'après lui, pouvaient s'enflammer rapidement et réduire une cabane en cendres en quelques secondes. Pire encore, il distribuait ses inventions à des campeurs plus jeunes, leur disant de les insérer dans les prises électriques pour essayer. La menace semblait sérieuse, mais personne ne savait vraiment quoi faire. Ce genre de comportement inquiétant était discuté à voix basse parmi les campeurs et les moniteurs, mais il n'y avait pas eu d'incident grave jusqu'à la dernière semaine du camp. Lors de la soirée finale, un grand feu de camp était prévu pour célébrer la fin du séjour. Ce garçon ne s'est pas présenté, et la rumeur a rapidement circulé qu'il allait passer à l'action. L'atmosphère est devenue tendue. Les campeurs étaient nerveux, certains paniquaient à l'idée qu'ils pourraient vraiment incendier une cabane ou pire. Les moniteurs faisaient de leur mieux pour garder leur calme, mais on sentait qu'ils étaient eux aussi sur les nerfs. Même la police avait été appelée en renfort, ce qui n'arrivait jamais au camp. Au bout d'un moment, il est apparu. Il est arrivé sur le site du feu de camp, mais avant que quiconque puisse lui parler ou essayer de le calmer, il s'est mis à courir. Les moniteurs, le responsable d'éducation physique, et 2 policiers se sont lancés à sa poursuite. Le chaos était total, les campeurs regardaient la scène, certains terrifiés, d'autres fascinés. Finalement, ils l'ont attrapé, l'ont plaqué au sol et menotté devant tout le monde. Il n'y a pas eu de feu, pas même un début d'incendie, mais la peur s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout le camp. Après son arrestation, les moniteurs nous ont rassemblés dans le réfectoire pour tenter de calmer les esprits. Tout le monde était agité, certains en larmes, d'autres encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Moi, curieusement, je ne ressentais rien. Je me souviens avoir observé les autres et m'être demandé pourquoi je ne réagissais pas comme eux. Peut-être que le choc s'exprimait différemment chez moi, ou que mon cerveau refusait de traiter la situation. Le camp s'est terminé 2 jours plus tard. Je suis rentré chez moi et la vie a repris son cours. Une semaine plus tard, l'école a recommencé. Alors que je marchais dans les couloirs entre 2 cours, j'ai vécu un moment de pur déjà-vu. Je suis passé devant un élève de 2e année, et j'ai été frappé par une pensée glaçante. Il ressemblait trait pour trait au garçon du camp. La coupe de cheveux, les traits du visage, même sa voix étaient identiques. C'était comme voir une version plus âgée de lui, un double venu du futur. À cet instant, une vague de panique m'a envahi. C'était comme si tout le choc de l'événement au camp que je n'avais pas ressenti sur le moment me rattrapait d'un coup. Ce qui avait commencé comme une étrange coïncidence s'est transformé en un sentiment profond d'inquiétude que je ne pouvais pas expliquer. Pendant l'un des étés où je faisais partie de l'équipe de direction dans un camp, nous avons vécu une expérience aussi étrange qu'hilarante après coup. Une nuit, vers 3 heures du matin, un bruit bizarre a commencé à passer sur nos talkie-walkie. C'était un son étouffé, un mélange de grésillements et de chuchotements indéchiffrables. Nous étions 15 membres du personnel, répartis dans différentes cabanes à travers le camp, et chacun de nous a été réveillé par ce bruit étrange. C'était déroutant mais pas totalement terrifiant, juste assez pour nous tenir éveillés et nous faire échanger quelques messages perplexes. Ce phénomène s'est répété toutes les heures. À chaque fois, les grésillements revenaient de manière imprévisible, comme un mauvais signal radio. On a commencé à se demander si nos talkies étaient défectueux ou si quelqu'un s'amusait à nous faire une mauvaise blague. Nous étions fatigués et légèrement irrités, mais nous avons continué à surveiller la situation. Puis, à 7 heures du matin, tout a changé. Cette fois, les grésillements ont été suivis par un cri déchirant d'une femme, aussi soudain qu'effrayant. C'était si fort et si inattendu que ça nous a tous fait bondir de nos lits. Le genre de hurlement qui donne instantanément la chair de poule. La panique a brièvement pris le dessus, et tout le monde a commencé à poser des questions frénétiques sur la radio. « C'est qui ? Vous avez entendu ça ? Est-ce que tout va bien ?» Nous avons vérifié rapidement les environs du camp pour nous assurer que rien d'anormal ne se passait, mais tout semblait en ordre. Pourtant, ce cri nous hantait encore. Ce n'est qu'au début de la session suivante que le mystère a été résolu. Le propriétaire du camp, qui avait appris l'incident, nous a expliqué ce qui s'était passé. Apparemment,
l'un des voisins du camp travaillait chez Walmart, et leur talkie-walkie utilisait la même fréquence que les nôtres. Cet homme avait fini un long service de nuit et s'était assoupi sur son canapé, son talkie encore accroché à sa ceinture. En dormant, il roulait parfois sur le bouton parler, ce qui provoquait les bruits de grésillement que nous avions entendus toute la nuit. Et le cri ? Sa femme, qui s'était levée tôt ce matin-là, s'était malencontreusement cogné l'orteil contre un meuble pile au moment où son mari était de nouveau allongé sur le bouton du talkie. Son hurlement de douleur avait traversé la fréquence et nous avait tous réveillés en sursaut dans nos cabanes. Une fois le mystère élucidé, cela nous a bien fait rire. On se moquait gentiment de l'incident en imitant son cri lorsqu'on n'était pas sur le canal principal. Quand j'avais environ 8 ans, autour de l'année 2001, je suis allé dans un camp de scouts pour filles. À cet âge, tout était encore nouveau et excitant pour moi, les jeux en plein air, les feux de camp, les histoires racontées sous les étoiles. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est une expérience profondément dérangeante liée aux monitrices du camp. Les animatrices étaient de jeunes femmes dans la vingtaine, censées être là pour nous guider, nous encourager et nous protéger. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Elles dégageaient une autorité froide et impitoyable qui, même à mon jeune âge, me mettait mal à l'aise. Elles semblaient toujours prêtes à rabaisser les enfants qui faisaient quelque chose de travers, même pour des broutilles. Un jour, une fille de mon groupe a fait quelque chose qui a énervé les animatrices. Honnêtement, je ne me souviens plus de ce qu'elle avait fait, mais c'était quelque chose de mineur, une bêtise d'enfant sans grande conséquence. Mais leur réaction a été choquante, elles ont décidé de la punir de manière cruelle et injustifiée. C'était en plein été, un de ces jours où le soleil tape fort et où la chaleur devient presque insupportable. Cette fille, qui était légèrement en surpoids, a été obligée de s'asseoir en plein soleil, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Pire encore, elles lui ont interdit de boire de l'eau, malgré la chaleur accablante. Elle transpirait, le visage rouge, visiblement mal à l'aise. Mais aucune des animatrices n'a bougé pour l'aider ou alléger sa punition. Elle semblait presque prendre plaisir à son inconfort. J'étais jeune, et je ne savais pas quoi faire. J'étais horrifié, mais aussi terrifié à l'idée de parler. Si elle pouvait traiter quelqu'un de cette façon pour une simple faute, que me ferait-elle si je disais quelque chose ? Ce n'était pas de la discipline, c'était de l'intimidation pure et simple, ciblant une enfant vulnérable. Ce genre de comportement n'a absolument pas sa place dans un camp censé enseigner la camaraderie, l'autonomie et le respect. Quand j'avais 14 ans, presque 15, j'ai participé à un camp de confirmation. Le camp était situé en pleine forêt, totalement isolé, avec des kilomètres de nature sauvage tout autour. Nous étions une trentaine d'adolescents accompagnés de quelques responsables adultes. La cabane où nous logions était grande, avec 2 étages. Les chambres des filles se trouvaient au 2e étage, où nous étions censés nous sentir en sécurité, loin de tout. Ce soir-là, nous nous étions tout installés pour dormir. Il devait être aux alentours de minuit. L'obscurité enveloppait la forêt, et le calme régnait dans la pièce. Mais ce silence a été brutalement interrompu par des coups violents frappant contre la fenêtre de notre chambre. Ce bruit soudain nous a toutes réveillées en sursaut. La fenêtre était la seule ouverture de la pièce, et elle donnait directement sur l'extérieur. Avec la nuit noire, il était impossible de voir quoi que ce soit dehors. Puis, une lumière intense a soudainement traversé la pièce. Quelqu'un de l'autre côté de la fenêtre avait allumé une lampe torche, et son faisceau balayait la pièce, illuminant brièvement nos visages et nos lits. Quand nous avons enfin pu distinguer ce qu'il se passait, une vision terrifiante nous a figés sur place, 2 hommes adultes, probablement dans la trentaine, se tenaient là, juste de l'autre côté de la vitre, nous fixant avec des sourires étranges et malveillants. Nous étions pétrifiés. La fenêtre, heureusement, ne pouvait ni s'ouvrir ni permettre à une personne de passer à travers, mais cela n'enlevait rien à l'angoisse du moment. Leur présence là-haut, au 2e étage, n'avait rien de naturel. Plus tard, nous avons découvert qu'ils étaient montés par une échelle de secours située sous la fenêtre. Nos cris ont rapidement alerté les responsables du camp, qui sont montés en courant pour voir ce qui se passait.
Les hommes ont disparu avant que quiconque ne puisse les confronter, mais les responsables ont immédiatement appelé la police. Malheureusement, à cause de l'isolement du camp, les forces de l'ordre ont mis un certain temps à arriver. Le lendemain matin, alors que nous essayions de comprendre ce qui s'était passé, un détail choquant est apparu, l'une des filles du camp avait une sorte de relation avec l'un des hommes. Elle les avait invités à venir, sans mesurer les conséquences. Bien que cette relation ait été totalement inappropriée, il semblait qu'ils étaient venus simplement pour la voir, bien que leur comportement ait clairement dépassé les limites. La police a finalement retrouvé les hommes et les a interrogés, mais rien de suffisamment illégal n'a pu leur être reproché. Ils s'étaient contentés de rôder, ce qui ne tombait pas directement sous le coup de la loi. Néanmoins, cela n'a rien enlevé au sentiment de peur et de violation que nous avons ressenti. Quand j'avais 11 ans, ma monitrice de camp a eu l'idée brillante de nous faire passer la nuit dehors, sur la scène en plein air utilisée pour les spectacles du camp. C'était une structure en bois, exposée à tous les vents, et ce soir-là, la température était glaciale. Elle devait frôler les -12 degrés Celsius, et bien que cela puisse paraître excitant ou aventureux au départ, l'expérience s'est rapidement transformée en un véritable cauchemar. Nous étions initialement installés confortablement dans notre cabane chauffée, mais elle pensait que dormir sous les étoiles serait une expérience mémorable. Et ça l'a été, mais pas pour les bonnes raisons. Mon corps frêle ne me permettait pas de conserver la moindre chaleur, et mon sac de couchage n'était pas du tout adapté pour des conditions aussi extrêmes. J'étais plié en boule, essayant désespérément de me réchauffer, mais chaque mouvement que je faisais était comme tremper mes jambes dans de l'eau glacée. L'humidité de la condensation sur l'extérieur de mon sac de couchage rendait les choses encore pires. Tout était froid et mouillé. C'était insupportable. Le silence de la nuit rendait tout encore plus angoissant. Chaque respiration formait une petite vapeur devant nos visages, et je pouvais entendre les autres enfants gémir doucement ou bouger nerveusement, incapables de trouver le moindre confort. À un moment donné, il n'y avait plus d'excitation, plus de sentiment d'aventure, juste une fatigue écrasante et un froid insoutenable. J'avais l'impression que mon corps entier allait se figer. Finalement, vers 4 heures du matin, même la monitrice a compris que cela ne fonctionnait pas. Aucun de nous ne pouvait supporter cette situation plus longtemps. Nous avons quitté la scène et marché péniblement dans l'obscurité pour retourner à la cabane. Le trajet semblait interminable, mais la perspective de retrouver un endroit chaud nous poussait à avancer. Je me souviens encore de la sensation de soulagement quand je suis entré dans la cabane et que l'air chaud m'a enveloppé. C'était comme si la vie revenait dans mon corps. Cette nuit-là, j'ai appris ce qu'était le vrai froid, celui qui s'infiltre dans vos os et refuse de vous lâcher. Ce n'était pas effrayant de la manière habituelle, mais c'était terrifiant d'être à ce point vulnérable, fatigué et gelé dans l'obscurité. Pendant les étés, je passais environ un mois à rendre visite à ma famille dans le Michigan. Certains de mes cousins, qui avaient à peu près mon âge, allaient chaque année dans un camp situé dans la péninsule supérieure, appelé Yawata. Ce camp avait une atmosphère unique, les cabines où nous logions étaient profondément isolées dans les bois, loin de la zone commune. Chaque cabine abritait 6 campeurs et 2 moniteurs, et elles étaient si espacées qu'on avait l'impression d'être seul en pleine forêt. Comme dans beaucoup de camps, il y avait des histoires effrayantes. Celle qu'on racontait ici concernait un père et son fils partis chasser près du camp pendant la basse saison. Selon la légende, le père avait vu ce qu'il pensait être un grand cerf et avait tiré. Mais en s'approchant, il s'était rendu compte qu'il avait accidentellement tiré sur son propre fils, le touchant mortellement à la gorge. Dévasté et ne sachant pas quoi faire, il aurait achevé son fils d'un coup de feu à la tête pour mettre fin à sa souffrance. Incapable de supporter ce qu'il avait fait, le père se serait suicidé sur place, se tirant une balle dans la bouche. Quand les agents de la faune ont trouvé les corps, ils ont confirmé ce scénario de meurtre-suicide. Les moniteurs du camp prenaient un malin plaisir à raconter cette histoire aux nouveaux campeurs, en particulier ceux qui étaient plus jeunes. Ils affirmaient que, certains soirs, des campeurs apercevaient encore le père et son fils dans les bois, revivant ce moment tragique. À l'époque, entendre cette histoire, combinée à l'isolement des cabines et l'ambiance oppressante de la forêt, suffisait à me donner des frissons.
Un matin, avant que la cloche ne sonne pour le petit déjeuner, un ami et moi marchions depuis notre cabine vers le mess hall. Il faisait encore sombre, et l'air était frais et silencieux. Alors que nous avancions sur le sentier, nous avons aperçu deux silhouettes dans les bois, à une certaine distance. C'était un homme et un enfant, habillés comme des chasseurs, avec des fusils de chasse sur l'épaule. Ils marchaient lentement, se dirigeant vers notre cabine. Leur démarche semblait presque mécanique, et bien qu'ils ne nous aient pas regardés, une tension inexplicable émanait d'eux. La peur a pris le dessus. Mon ami et moi avons échangé un regard, et sans dire un mot, nous avons commencé à courir. Nous avons zigzagué entre les arbres, essayant d'échapper à ce que nous avions vu. Une fois que nous avons atteint le champ ouvert qui séparait les cabines du mess hall, nous avons remarqué un autre groupe de campeurs qui courait également. Essoufflés, nous les avons rejoints et leur avons demandé pourquoi ils couraient. L'un des garçons, visiblement terrifié, a regardé par-dessus son épaule avant de répondre, « Un chasseur ». Il pointait un fusil sur nous. Nous étions sidérés. Ce que nous avions vu et ce qu'ils avaient vécu semblaient se rejoindre. Quand j'étais au collège, probablement autour de 2007 ou 2008, ma classe et moi avons fait un voyage de camping sur un lac situé sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce séjour reste gravé dans ma mémoire, non seulement pour les paysages magnifiques, mais aussi pour une expérience étrange que je n'ai jamais pu expliquer. Dès notre arrivée, une chose frappante a attiré notre attention, les montagnes qui entouraient le lac avaient une apparence curieusement plate et irréelle. Tout le monde en parlait, disant qu'elles ressemblaient à des décors de théâtre ou à des découpages en carton. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de paranormal à cela, probablement un effet dû à la façon dont le soleil reflétait sur le lac et les arbres. Mais cette illusion donnait à l'endroit une atmosphère presque éthérée, comme si nous étions dans un endroit légèrement en dehors de la réalité. Le séjour en lui-même était fantastique. Nous avons dormi dans des tipis, exploré la nature lors de randonnées, cuisiné sur le feu, tout ce qui fait un bon campement. Mais c'est la dernière nuit qui a marqué mon esprit à jamais. Il devait être tard dans la nuit, et je dormais dans un tipi avec une douzaine d'autres filles. Je me suis réveillé en sursaut à cause d'un bruit incroyablement fort. Ce son était si étrange, presque comme quelque chose venu d'ailleurs. C'était un bruit pulsant, bas et régulier, accompagné d'un autre bruit, comme si quelqu'un secouait violemment une feuille de tonnerre en arrière-plan. C'était presque trop fort, comme si je me trouvais devant un haut-parleur à un concert. Je pouvais sentir les vibrations dans le sol en terre battue, elles résonnaient jusque dans mes os. Le plus étrange, c'est que ce bruit aurait dû réveiller tout le monde. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu que personne d'autre ne bougeait. Toutes les filles dormaient paisiblement, la tête enfouie dans leur sac de couchage. Je ne comprenais pas comment elles pouvaient rester endormies avec un son aussi envahissant. Pourtant, malgré ma curiosité, je n'ai pas eu le réflexe de sortir pour voir ce qui se passait. Ce qui est encore plus étrange, c'est que, malgré ma fascination à l'époque pour tout ce qui était paranormal et mon habitude d'être une dormeuse légère, j'ai fini par poser ma tête et me rendormir, même si le bruit continuait. Le lendemain matin, j'ai demandé aux filles si elles avaient entendu quelque chose d'inhabituel pendant la nuit. Une seule d'entre elles m'a répondu. Elle avait entendu exactement les mêmes sons que moi, mais elle non plus n'avait pas bougé de sa place. C'était comme si le bruit nous avait figés sur place, incapables de réagir. Des années plus tard, j'ai repris contact avec cette fille pour lui demander si elle se souvenait de cet incident. Elle s'en souvenait parfaitement. Nous avons brièvement échangé à ce sujet, mais la conversation n'a pas vraiment avancé, et nous n'avons pas creusé davantage. Ah, le cauchemar personnel ultime pour une fille de 9 ans, ma première période, et en plein camping avec ma troupe de scouts. Ce voyage était censé être ma première vraie expérience en pleine nature, un pas de plus dans l'aventure du scoutisme. Jusqu'à présent, les campings se limitaient à des cabanes ou à passer la nuit chez quelqu'un, donc cette fois, tout était nouveau pour moi. Dès notre arrivée, j'ai senti quelque chose d'étrange. J'avais cette drôle de sensation dans l'estomac, et je me sentais chaude de la tête aux pieds. Au début,
J'ai pensé que c'était juste la chaleur texane, l'air lourd, l'humidité écrasante, rien d'anormal. Alors j'ai continué, participant à toutes les activités classiques, tir à l'arc, canoë, et tout ce que le programme de la journée proposait. Mais ce sentiment bizarre persistait, comme si quelque chose clochait. Quand la nuit est tombée, toute la troupe a décidé de rester éveillée un peu plus tard pour bavarder et partager des histoires. C'était amusant, mais vers 23 heures, je n'en pouvais plus et je me suis effondré dans mon sac de couchage. Pourtant, même fatigué, je ne pouvais pas vraiment dormir. J'étais mal à l'aise, incapable de trouver une position confortable. Ce sentiment étrange, cette impression que quelque chose n'allait pas, me tenaillait toujours. Puis, au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Je sentais quelque chose de chaud et d'humide sur mes cuisses. La panique a immédiatement pris le dessus. Dans le silence absolu de la tente, j'ai attrapé ma lampe torche et l'ai allumée, priant à voix basse pour que ce ne soit rien de grave. Mais ce que j'ai vu m'a glacé, il y avait du sang. Partout. Mon sac de couchage, mes vêtements, tout était taché. À 9 ans, je ne savais pas exactement quoi faire. Je venais d'avoir mes règles pour la première fois, au pire moment possible. Pas de serviettes hygiéniques, pas de vêtements de rechange propres, et aucune idée de comment gérer ça. Et pour couronner le tout, j'étais entouré de mes camarades de troupe dans une tente commune, sans la moindre intimité. J'ai passé le reste de la nuit à essayer de limiter les dégâts, me sentant mortifié et désemparé. Le lendemain matin, j'ai dû trouver une excuse pour expliquer pourquoi je ne participais pas aux activités immédiatement. Heureusement, les monitrices étaient compréhensives quand je leur ai timidement expliqué la situation, et elles ont essayé de m'aider comme elles pouvaient. Quand j'avais 12 ans, je passais mes étés dans un camp chrétien populaire axé sur le sport. Ce n'était pas vraiment mon truc, mais j'y allais parce que c'était une tradition et que mes amis y participaient. Cette année-là, j'ai eu comme moniteur quelqu'un qui était littéralement une légende au camp. Il était charismatique, inclusif et incroyablement apprécié de tous. Il traitait tout le monde avec la même attention, que ce soit les enfants populaires ou ceux qui se sentaient mis de côté. À cet âge, je trouvais cela admirable, presque inspirant. Il avait une manière de créer des liens, et c'est ce qu'il a fait avec ma famille. Par coïncidence, il fréquentait la même université que mon frère aîné et que les sœurs de mes meilleurs amis. Pendant quelques années, il venait passer des week-ends chez nous et chez mes amis, renforçant encore ce lien de confiance. Mais malgré tout, je n'ai jamais vraiment aimé le camp. J'ai fini par arrêter d'y aller, et naturellement, nos échanges se sont espacés. À l'époque, je ne pensais pas grand-chose de cette distance qui se creusait. Ce n'est que bien plus tard, environ 10 ans après ces étés au camp, que la vérité a éclaté. J'ai appris que cet homme, ce moniteur si charismatique et apprécié, était en réalité un prédateur. Il avait abusé de dizaines d'enfants dans le cadre de ce camp. Son mode opératoire était clair, il se liait d'amitié avec les enfants, gagnait leur confiance, et se rapprochait de leur famille pour se fondre dans leur environnement. Près de 60 victimes se sont manifestées. Une des histoires les plus tragiques est celle d'une de ces victimes, qui s'est suicidée en 2019, incapable de surmonter le traumatisme. Ce qui rend cette affaire encore plus atroce, c'est que la direction du camp savait. Pendant des années, ils ont été au courant de ces agissements, mais au lieu de le dénoncer, ils ont choisi de le couvrir pour protéger la réputation du camp. Ils ont minimisé, ignoré, et permis à ce cauchemar de continuer. Aujourd'hui, il est en prison, condamné à 2 peines de prison à vie plus 30 ans. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était un choc. Je me suis souvenu de ces week-ends où il venait chez nous, de la manière dont il avait l'air si gentil et attentionné. C'était déroutant, presque irréel, de penser qu'il menait cette double vie et que, par chance ou par hasard, je n'avais pas été une de ses victimes. Mais savoir ce qu'il a fait à d'autres enfants m'a laissé un sentiment de trahison profond. Pas seulement envers lui, mais aussi envers tous les adultes responsables qui auraient dû protéger ces enfants et qui ont choisi de ne rien faire. Ces souvenirs, autrefois anodins, sont maintenant teintés de malaise et de colère. Quand j'avais 13 ans, je suis allé dans un camp d'été dans le nord de l'Écosse.
C'était une expérience incroyable, les paysages étaient magnifiques, l'ambiance était géniale, et je me faisais plein de souvenirs mémorables. Mais il y a eu une nuit, la 14, qui a changé complètement le ton de mon séjour. Depuis quelques nuits déjà, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Aux alentours de 2 heures du matin, alors que je peinais à dormir, il me semblait voir une ombre passer furtivement devant la fenêtre de notre dortoir. La première fois, j'ai simplement mis ça sur le compte de la fatigue et n'y ai pas prêté attention. Mais cette nuit-là, tout était différent. J'étais sur mon téléphone, regardant des vidéos sur YouTube, quand je l'ai vu encore une fois. Une silhouette floue qui se déplaçait devant la fenêtre. Comme d'habitude, j'ai essayé de l'ignorer, me disant que ce n'était rien. Mais cette fois, la forme s'est arrêtée. Elle semblait me fixer, immobile. Je ne savais pas quoi penser ni comment réagir. Mon cœur battait à tout rompre, et j'étais figé par la peur. Dans le dortoir, mon meilleur ami Logan dormait dans le lit superposé sous le mien, et mon frère aîné, John, dans le lit en face. Je les ai réveillés et leur ai raconté ce que je voyais. Logan, groggy mais attentif, écoutait mon histoire. Quand je me suis interrompu, je voyais maintenant 2 yeux lumineux, fixant directement Logan à travers la fenêtre. D'une voix calme et tendue, je leur ai dit, « Ne regardez pas maintenant, mais cette chose que je vous décris est en train de fixer Logan. » Évidemment, Logan n'a pas pu résister, il a tourné la tête vers la fenêtre. La silhouette s'est immédiatement rapprochée, collant presque son visage contre la vitre. Nous avons tous crié et bondi dans nos lits. C'est alors que John, toujours courageux ou téméraire, a décidé qu'il devait sortir pour voir ce que c'était. Logan, convaincu que c'était une créature démoniaque envoyée par le diable, sa foi chrétienne l'incitait à interpréter les choses ainsi, tentait de le dissuader, mais John était déjà debout. La silhouette est restée immobile à la fenêtre pendant ce qui a semblé être une éternité, au moins 15 minutes. Finalement, nous avons décidé qu'il valait mieux affronter cette chose que de rester paralysé par la peur. Armés de tout ce que nous pouvions trouver, moi avec un gros caillou, Logan avec un bâton, nous avons doucement ouvert la porte et contourné le bâtiment vers la fenêtre. C'est alors que nous avons entendu un bruit étrange, un souffle lourd et irrégulier, presque humain, provenant de l'autre côté du coin. Nos jambes tremblaient, mais nous savions que nous devions voir ce que c'était. Ensemble, nous avons bondi d'un coup autour du coin, prêts à confronter cette chose. Ce que nous avons vu nous a glacés, une silhouette, sur ses 4 pattes, qui nous fixait avec des yeux presque luminescents. Puis, d'un mouvement rapide, elle s'est enfuie dans la nuit, laissant derrière elle une odeur nauséabonde qui nous a pris à la gorge. Au sol, il y avait quelque chose de pire, un grand morceau de peau, comme si cette chose avait laissé une partie d'elle-même en s'échappant. Nous avons couru à l'intérieur et verrouillé la porte. Le reste de la nuit, nous n'avons pas fermé l'œil, guettant chaque bruit, chaque mouvement. Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'était. Quand j'avais environ 10 ans, je suis allé à un camp d'été organisé par mon église. C'était un de ces camps où l'on mélange activités de plein air et enseignements religieux. Dans ma cabine, il y avait une fille, qu'on va appeler Miranda. Miranda avait quelque chose de particulier, une sorte de vibe rebelle qui me fascinait. Moi, j'étais plutôt du genre enfant modèle, toujours obéissante, et je n'arrivais pas à décider si je voulais devenir ami avec elle ou si je devais la tenir à distance. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir, j'ai décidé de sortir pour aller aux toilettes. Je pensais qu'une petite promenade nocturne me fatiguerait assez pour m'aider à m'endormir. Les cabines étaient simples, et les toilettes communes se trouvaient à une courte distance à pied. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement entendu des voix. Mon animatrice de cabine et Miranda parlaient à voix basse. L'animatrice semblait tendue, presque paniquée, et Miranda pleurait. Comme tout bon enfant chrétien au camp, au lieu de m'annoncer ou de repartir discrètement, je suis resté silencieuse, écoutant leur conversation pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Je me disais que si je savais ce qui n'allait pas, je pourrais prier pour Miranda du moins, c'était ma justification. Ce que j'ai entendu m'a profondément marqué. Miranda expliquait qu'elle se sentait désespérée, qu'elle voulait mourir.
Elle avait profité du calme de la nuit pour se faufiler dehors et se couper. Mon animatrice essayait de la réconforter, mais elle semblait dépassée. C'était comme si elle cherchait les bons mots sans vraiment savoir quoi dire ou quoi faire. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qu'était l'automutilation et que j'ai compris que le monde n'était pas aussi parfait que je l'imaginais. Jusqu'alors, ma vision du monde était plutôt idyllique. Si tu avais des problèmes, tu priais, tu parlais de Jésus, et tout finissait par s'arranger. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que la foi n'était pas une solution magique qui effaçait la douleur des gens. En tant qu'adulte, cette histoire ne me semble plus effrayante dans le sens traditionnel. Elle est profondément triste, et elle met en lumière les luttes silencieuses que beaucoup traversent, même à un jeune âge. Mais pour l'enfant que j'étais, c'était un choc. Ce moment a fissuré mon image du monde parfait, me confrontant pour la première fois à des réalités sombres que je ne comprenais pas encore entièrement. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Miranda. Peut-être qu'elle a trouvé de l'aide après cet été. Peut-être qu'elle a surmonté ses luttes. J'espère de tout cœur qu'elle va bien aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.